Bonjour les amis, pour cette vidéo, on va traiter un sujet spécialement sur la poésie. C'est une citation assez simple pour le CAPES que je vais ensuite vous donner reformulée comme pour un sujet pour le bac. C'est une citation de Paul Valéry. Dans un article, Paul Valéry écrit « La poésie est l'essai de représenter ou de restituer par les moyens du langage articulé ces choses ou cette chose que tente obscurément d'exprimer les cris, les larmes, les caresses, les baisers, les soupirs, etc. et que semblent vouloir exprimer les objets dans ce qu'ils ont d'apparente vie ou de dessein supposé. » Vous commenterez et discuterez cette citation. Alors c'est vrai, c'est un sujet de CAPES, mais si vous préparez le bac, pas de souci. Je vais vous reformuler ce sujet tel qu'on pourrait vous le proposer au bac, et vous allez voir que ce n'est pas si difficile. La poésie vise-t-elle seulement à restituer les émotions que les cris, les larmes et les baisers tentent obscurément d'exprimer, ou essayent obscurément d'exprimer? Maintenant, je vais réaliser la dissertation avec vous en restant exigeant pour vous tirer au maximum vers le haut, et je vais tirer à chaque fois chaque idée au maximum en expliquant les exemples le plus possible. On va commencer par cadrer le domaine de réflexion. Le sujet concerne la poésie. Ensuite, on peut remarquer que la citation contient beaucoup de modalisateurs, des marques qui traduisent l'atténuation du propos. Essayer de représenter, tenter obscurément, sembler vouloir. On va donc uniquement discuter des objectifs poétiques sans juger s'ils réussissent ou non. Le mot « objet » est à comprendre au sens large, tout ce qui appartient à la réalité, tout ce qui frappe l'essence du poète, le paysage, la nature, etc. Mais on va faire attention à ne pas entrer dans une réflexion philosophique sur la réalité elle-même. Pour la mise en contexte, on regarde l'auteur et la date. Paul Valéry est poète lui-même, proche de Mallarmé et du mouvement symboliste à la fin du XIXe siècle. Comme beaucoup de symbolistes, il réfléchit au lien entre l'esprit et le corps, ce qui est abstrait et ce qui est concret. Justement, dans notre citation, on trouve les deux versants. D'un côté, un mystère abstrait, une chose, la vie, un dessin, et de l'autre, des expressions concrètes, les cris, les larmes jusqu'au soupir. Valéry réfléchit aussi à ce qui fait une civilisation, et on voit bien dans la citation le passage d'une expression confuse, imprécise, pulsionnelle, cris, larmes, caresses, baisers, soupirs, à une forme civilisée, raffinée, la poésie qui est un langage articulé. Pour aller un peu plus loin que les mots-clés, on peut repérer des répétitions. Le verbe « exprimer » revient 2 fois, mais il fait en plus écho au verbe « représenter » et « restituer ». Valéry insiste bien sur la force mimétique de la poésie qui transforme l'abstrait en concret. Ce sera certainement un point qu'on pourra nuancer. Pour la première partie, on part toujours d'une pensée déjà évoluée, si possible celle qui se trouve dans le sujet. Cela fonctionne parfaitement ici. La poésie permet de restituer une émotion, dans un langage articulé, sophistiqué, qui dépasse la simple expression pulsionnelle. La deuxième partie n'est pas spécialement une antithèse, il s'agit d'ouvrir de nouveaux horizons. Ici par exemple, on va aller plus loin que Valéry. La poésie n'est pas restitution ou représentation, elle va plus loin, elle cherche à dépasser la réalité et à la réinventer. On verra que les poètes tentent de différentes manières d'aller au-delà du monde réel. La troisième partie est un pas de côté, on ouvre la question sans y répondre définitivement. Peut-être que toutes ces fonctions de la poésie proviennent du fait qu'elle se réinvente sans cesse elle-même. La poésie n'a pas besoin, pour exister et s'enrichir, d'être toujours mise en relation avec la réalité. Pour rédiger l'introduction, on va suivre 4 étapes. D'abord, on recontextualise la citation, en utilisant si possible un exemple bien connu. Quand Rimbaud embrasse l'aube d'été, il écrit un poème qui restitue une émotion unique. Ce moment, entre l'aube et midi, est personnifié, une déesse l'incarne. Au milieu du XXe siècle, Paul Valéry identifie ce rôle de la poésie, qui essaye de restituer, par les moyens du langage articulé, ce que tentent obscurément d'exprimer les baisers, les soupirs, etc. À ce moment-là, je vous propose de nuancer la citation, si possible en continuant avec le même exemple de l'accroche. Et pourtant, Rimbaud inverse les rôles, ce n'est plus le poète qui projette ses sentiments sur la réalité, c'est la fleur elle-même qui lui dit son nom. Le poète n'est plus un peintre, mais un voyant. Il transmet une vision de ce qui se trouve au-delà de la réalité. Vous êtes alors prêt à rédiger la problématique. Dans quelle mesure peut-on dire avec Paul Valéry que la poésie n'est qu'une tentative de restituer des émotions que le poète trouve dans les objets qui l'entourent? À partir de ce moment-là, l'annonce du plan arrive naturellement. D'abord, nous allons voir comment les poètes tentent de restituer une émotion singulière, à travers un langage musical et sophistiqué, des images et des perceptions. Mais des poètes comme Rimbaud ne se contentent pas des bornes de la réalité. Ils vont essayer de puiser des images au-delà de ce qui est donné. Ils veulent changer la vie elle-même.
Enfin, on peut se demander si toutes ces tentatives ne sont pas les manifestations d'un mouvement plus profond qui habite le langage lui-même. La poésie teste sans cesse les limites de ce que l'on peut exprimer et se renouvelle ainsi continuellement. Première idée qui va dans le sens de la citation de Valéry, la poésie exprime des émotions personnelles, notamment à travers le registre lyrique. La grande figure du lyrisme, c'est Orphée, le poète qui chante et fait pleurer les pierres elles-mêmes. À travers les siècles, les poètes héritent de cette lyre et de cette volonté de sublimer les pleurs, les cris et les soupirs. Suis-je amour ou Phébus? Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Pour illustrer cette idée, on peut citer un poème qui exprime beaucoup de sentiments avec des images fortes, des contrastes. Je propose par exemple un sonnet de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Ainsi, amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Deuxième idée, on va développer le propos de Valéry. La poésie restitue ce que les objets semblent vouloir exprimer. C'est notamment l'idée du paysage état d'âme qu'on retrouve chez les romantiques. Le poète trouve dans la nature les sentiments qu'il ressent lui-même. On peut par exemple citer Lamartine. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Mais après les romantiques, d'autres poètes comme Baudelaire continuent à jouer avec cette idée. Dans Les Fleurs du Mal par exemple, les objets semblent avoir un dessein caché, ils construisent une émotion particulière. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Nous allons maintenant aller jusqu'au bout de l'idée de Valéry. La poésie est plus sophistiquée que les pleurs, les soupirs ou les cris. La poésie utilise des images élaborées. On peut par exemple penser au lait du chèvrefeuille de Marie de France. Comme il en est du chèvrefeuille qui se pend au coudrier, quand il s'est pris enlacé, ensemble ils peuvent bien durer. Mais vient-on à les séparer, le coudrier meurt hâtivement et meurt aussi le chèvrefeuille. Bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. On peut terminer cette première partie avec un extrait d'un poème de Paul Valéry qui illustre bien son propos. Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes? Mais qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer? Cette main sur mes traits qu'elle rêve effleurée, distraitement docile à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde. On peut se demander quel est le dernier mot, est-ce le verbe fondre ou bien le verbe fonder? Pour Paul Valéry, on peut parier que l'ambiguïté est voulue. Le langage permet de sublimer cette larme pour exprimer une émotion sophistiquée. On peut alors rédiger la transition vers la deuxième partie. Comme l'écrit Paul Valéry, la poésie restitue une émotion mystérieuse et unique, en utilisant des procédés parfois sophistiqués. Mais peut-être que justement par l'agencement infini des mots, la poésie permet de créer de nouvelles émotions. Par le travail du langage, les poètes s'affranchissent de l'existant, ils vont au-delà de la réalité donnée. Première idée, le poète parvient à s'extraire de la réalité, il va au-delà. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait Orphée quand il perd sa femme Eurydice. Il va la chercher jusqu'aux enfers, dans l'au-delà proprement dit, et il y parvient en charmant les dieux avec son chant. Un poète comme Baudelaire exprime ce désir du poète d'aller n'importe où, pourvu que ce soit hors du monde. Mon âme, serais-tu morte? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie « N'importe où, pourvu que ce soit hors du monde !» La poésie s'interroge sur le sens caché des choses. De cette manière, elle va plus loin que la simple restitution. On peut penser au poème de Tristan l'Hermite, le soupir ambigu. Soupir, subtil esprit de flamme, qui sort du beau sein de madame. Ô cieux, faites plutôt que la belle vienne à soupirer de ma mort, que non pas d'une amour nouvelle. Pour reprendre le terme de Valéry, le poète cherche à comprendre le sens caché des objets qui l'entourent. Mais on n'est plus dans la projection de la subjectivité du poète. Ce n'est pas le poète qui nomme la fleur, c'est la fleur qui donne son nom. C'est l'univers lui-même qui parle au poète, comme l'écrit Victor Hugo dans Les Contemplations. Car les choses et l'être ont un grand dialogue. Tout parle, l'air qui passe et l'alcyon qui vogue. Le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. T'imaginais-tu donc l'univers autrement? Dans le sonnet de Baudelaire, Les Correspondances, cette idée fonde le symbolisme en poésie. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Le poète utilise les mots qui existent, mais l'association des idées et des images peut créer un objet nouveau, inconnu ou impossible. C'est d'ailleurs l'étymologie même du mot poésie. Poiesis en grec signifie créer.
En ce sens, le poète est un véritable créateur, un démiurge. Je pense par exemple aux expériences des surréalistes. Vous pouvez citer le très célèbre vers de Paul Éluard. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Mais pour utiliser un exemple moins célèbre, on peut citer Robert Desnos qui s'amuse à remplacer un adjectif par un autre, ce qui permet de faire surgir petit à petit des images inconcevables. La rose de marbre, la rose de verre, la rose de charbon, la rose de papier buvard, la rose de nuage, la rose de bois, la rose de fer, refleuriront toujours, mais aujourd'hui, elles sont effeuillées sur ton tapis. Je pense qu'il faut au moins faire un petit paragraphe sur la poésie engagée. Le poète invente de nouvelles images pour inciter le lecteur à imaginer le monde de demain. La poésie est créatrice aussi parce qu'elle pousse à agir dans la réalité. Par exemple, Paul Éluard redonne au mot liberté toute sa signification dans un poème qui fut largué par avion sur la France occupée. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Aimé Césaire, en tant que poète engagé, se moque des images de Flaubert. Vous vous souvenez certainement que dans Madame Bovary, Flaubert compare le langage à une mélodie à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Eh bien, pour Aimé Césaire, ces images sont vaines. La poésie est faite pour mobiliser les hommes à s'engager corps et âme contre toutes les injustices. Et surtout mon corps aussi bien que mon âme. Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un proschénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. On peut alors rédiger la transition vers la troisième partie. Les poètes ne se contentent pas de restituer des émotions, ils en créent, et tentent même de dépasser et de réinventer la réalité. Mais ce mouvement semble avoir un moteur plus profond, une absence fondamentale que le langage tente de faire exister. La poésie teste sans cesse les limites du langage, car le poète est attrapé dans une quête infinie où il réinvente la poésie elle-même. Je propose ici de continuer à filer l'exemple d'Orphée. Une fois qu'il a retrouvé sa bien-aimée Eurydice aux enfers, Orphée n'a pas le droit de se retourner avant d'être arrivé à la surface. Mais une fois sorti des enfers, il n'a pas la patience d'attendre qu'Eurydice ait elle aussi franchi le seuil. Il se retourne, mais elle disparaît aussitôt. Eurydice représente l'absence, ce que le poète recherche inlassablement, mais qui lui échappe toujours un peu. C'est une métaphore de la recherche de la beauté parfaite, qui peut-être n'est pas de ce monde. Ce mythe traverse tous les siècles, et par exemple, Baudelaire réinvente la disparition d'Eurydice dans son poème « À une passante ». Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Chez Baudelaire, la passante n'est pas une personne réelle, ni même une personne désirée. Elle représente la recherche poétique elle-même, un objet à la fois éternel et transitoire, à portée de main et impossible à saisir. La création poétique est parfois guidée par le langage lui-même. Les jeux de sonorité vont créer du sens. On peut citer par exemple le célèbre poème de Marbeuf. « Et la mer et l'amour ont la mer en partage, et la mer est ta mère et l'amour est ta mère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. » La ressemblance des mots mère, amour et amer est complètement arbitraire, elle n'a pas de raison d'être particulière dans la langue française. Et pourtant, cette ressemblance va servir au poète pour inventer une métaphore filée. Pour ainsi dire, ce ne sont plus les objets qui véhiculent des émotions, mais les mots eux-mêmes. On retrouve ce projet poétique chez Francis Ponge dans le parti pris des choses. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cajot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Francis Ponge commence par définir le mot, non plus en rapport avec l'objet réel, mais par sa proximité sonore avec d'autres mots de la langue française. C'est tout le jeu du poète dans ce recueil, rendre la référentialité secondaire par rapport au jeu avec les sons, les images, les idées. Enfin, la poésie se détache de toute référence à la réalité quand elle se commente elle-même. Par exemple, au XVIIe siècle, Saint-Amand laisse négligemment le lecteur finir son sonnet. « Mes esprits, à cheval sur ces coques grues, ainsi que papillons s'envolent dans les nues. Y cherchant quelque fin qu'on ne puisse trouver. Nargue, c'est trop rêver, c'est trop ronger ses ongles. Si quelqu'un sait la rime, il peut bien l'achever. » Avec humour, Saint-Amand nous fait remarquer le caractère arbitraire des sonorités, qui fait que l'on va choisir un objet plutôt qu'un autre, non pas pour ses qualités concrètes, mais à cause de la sonorité finale du mot qui le désigne. Pour Verlaine, la poésie s'approche davantage de la musique que de la littérature. Évanescente comme des vibrations dans l'air, c'est une chose envolée qui n'a presque rien en commun avec les choses réelles ou concrètes qu'elle évoque. De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure et parse au vent crispé du matin, qui va, fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. La conclusion se fait en 2 étapes. D'abord, on fait une synthèse du raisonnement et ensuite, on insiste éventuellement sur l'ouverture de la 3e partie, en proposant un nouvel exemple ou une nouvelle question. Nous avons donc vu avec Paul Valéry que le poète utilise des images et des procédés sophistiqués pour transmettre une émotion singulière. Mais la force d'évocation de la poésie semble pouvoir dépasser la réalité existante, provoquant des images et des émotions nouvelles, insoupçonnées par le lecteur ou par le poète lui-même. En effet, en repoussant les limites du langage, la poésie s'éloigne de la mimésis pour devenir son propre objet. Pour reprendre l'image de Rimbaud, ce n'est plus une fleur qui dit son nom, mais une fleur absente de tout bouquet, comme l'écrit Stéphane Mallarmé. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée rieuse ou altière, l'absente de tout bouquet.